Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations sur Neta TV. Les titres. Dans un communiqué, le gouvernement demande une fois de plus le retrait immédiat du contingent danois du territoire malien. La Chine a offert 300 000 doses de vaccins Sinopharm au Mali dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La rébellion du M23 a repris ses activités militaires au nord Kivu, en RDC. Voilà donc pour les titres. Nous ouvrons ce journal par les œuvres sociales du président de la transition, sans ménage vulnérable des cercles de Taoudeni, Al-Ours, Boudjebeha, Ashura, Arouana, Foum Elba ont reçu ce mercredi 26 janvier 2022 un kit alimentaire composé de 500 kg de riz, 50 kg de mil, 25 kg de sucre et 20 litres d'huile. La cérémonie de remise des vivres a eu lieu au gouvernorat de la région de Taoudeni sous la présidence du colonel Hassan Badjalo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Les bénéficiaires saluent une action très à propos dans une région où les conditions climatiques sont de plus en plus difficiles. Le gouvernement de la République du Mali a indiqué dans un communiqué mercredi soir qu'aucun accord n'autorisait le déploiement d'une force danoise sur le territoire malien. Le gouvernement invite une fois de plus des retraits immédiats de la force étrangère du Mali. Les détails avec Soumou Yatara. Le gouvernement de la transition a lu avec surprise et consternation suite à son communiqué numéro 014 diffusé du 24 janvier 2022 un message non approprié du ministre des Affaires étrangères danois sur les réseaux sociaux le lundi 25 janvier 2022 qui estime infondée la conclusion d'un accord entre la République du Mali et le Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises. Le message du ministre des Affaires étrangères danois appelle de la part du gouvernement de la transition les précisions suivantes. Par note verbale du 29 juin 2021, le gouvernement du Royaume du Danemark a saisi le gouvernement de la transition d'un projet de taxe en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la France Takuba sur la base du protocole additionnel conclu en mars 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française déterminant le statut des détachements non français de la force Takuba. Dans cette note, la partie danoise avait souhaité recevoir un accusé de réception de la partie malienne pour marquer l'entrée en vigueur du texte soumis. En réponse, le gouvernement de la transition a par note verbale du 16 novembre 2021 indiqué au gouvernement du Royaume du Danemark que sa requête est sous examen et qu'une suite lui sera communiquée. Par conséquent, les dix documents restent toujours à l'état de projet. Aucun accord n'autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force Takuba. Le gouvernement du Mali invite avec insistance la partie danoise à retirer immédiatement ses forces spéciales du territoire malien. Le gouvernement de la transition précise que 3 autres pays européens, à savoir la Norvège, le Portugal et la Hongrie, se trouvent actuellement comme le Danemark en attente de la validation de l'accord sur le statut des forces par les autorités maliennes, contrairement au Danemark. Ces pays n'ont procédé à aucun déploiement de leurs forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba. Le gouvernement, tout en réitérant sa gratitude à ses partenaires intervenant dans la lutte contre le terrorisme, appelle une fois de plus leur attention sur la nécessité du respect strict des termes des engagements convenus, notamment l'obtention de l'agrément délivré par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement chinois a offert par voie bilatérale
300 000 doses de vaccins Sinopharm au gouvernement du Mali. Les dons ont été réceptionnés hier mercredi 26 janvier 2022 à l'aéroport international à président Modibo Keïta de Bamako, Sénou, par Mme Djeminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. L'événement s'est déroulé en présence du représentant de l'OMS au Mali et de l'ambassadeur de la Chine au Mali. Suivons les détails. En ces moments cruciaux où la pandémie de la COVID-19, surtout les variants Omicron, continue de se propager dans le monde entier, le gouvernement chinois a offert par la voie bilatérale 300 000 doses de vaccins Sinopharm en faveur du gouvernement et du peuple malien. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir participer à cette cérémonie de remise des dons des vaccins chinois. Vous savez, le vaccin constitue une arme très importante pour lutter contre la COVID-19. Et aujourd'hui, il s'agit d'un don de 300 000 doses de vaccins Sinopharm que le gouvernement chinois a offert au gouvernement malien. Le vaccin anti-Covid-19 constitue une arme importante pour vaincre la pandémie du Covid-19, selon l'ambassadeur de la Chine au Mali. Alors le vaccin est très important dans la lutte contre la Covid-19. Comme le président chinois Xi Jinping a dit, a souligné à maintes reprises que le vaccin doit être un bien public mondial afin de garantir l'accessibilité et l'abordabilité du vaccin pour les pays surtout en voie de développement. Se vacciner, c'est se protéger et protéger son entourage, selon le représentant de l'OMS, Jean-Pierre Baptiste. Les vaccins sont là. Maintenant, il faut qu'on essaie de voir, avec Madame la ministre qui est ici présente, comment utiliser ces vaccins et le plus rapidement possible. Les gens sachent que se vacciner, c'est se protéger contre les formes graves de la COVID-19. Cela fait preuve de l'amitié et la solidarité sino-malienne face aux défis sanitaires internationaux. Madame Djeminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, a remercié le peuple chinois pour ce geste. Président de la transition, au nom du Premier ministre du gouvernement de transition, au nom de l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement de la transition, au nom de tous les Maliens, je remercie la Chine pour ce don et pour cet acte de solidarité. Et par cet acte, la Chine aide le Mali et le représentant de l'OMS vient de le dire. La Chine a toujours été présente depuis le début de la pandémie. Nous avons reçu beaucoup de dons et nous remercions vraiment la Chine pour cet élan de solidarité. Le vaccin, aujourd'hui, c'est l'arme que nous devons utiliser le plus pour lutter contre cette maladie. Les mesures barrières, chacun doit respecter les mesures barrières, porter les masques, se laver les mains, éviter la distanciation, éviter de se toucher, respecter la distanciation, mais surtout se faire vacciner. Et c'est le vaccin qui permet d'éviter de contracter, de développer la forme grave de la maladie. Vu l'importance du vaccin Covid-19, elle a demandé aux uns et aux autres de se faire vacciner. Je profite encore de votre micro pour demander à tous de se faire vacciner. Ces vaccins sont disponibles partout dans tous nos centres de santé. Ces vaccins sont gratuits et nous avons vacciné à ce jour plus de 1 million de personnes, dont une partie a été complètement vaccinée, l'autre partie de façon incomplète, mais personne n'a eu un effet secondaire très grave qui nous a été donné. Et voilà, donc nous n'avons pas constaté cela, nous n'avons pas été informés de ça. C'est pour dire que ces vaccins sont sûrs, ces vaccins sont là, sont efficaces. Et aussi les personnes qui sont hospitalisées sont essentiellement des personnes qui n'ont pas été vaccinées ou qui ont été partiellement vaccinées. Donc j'invite tout le monde à se faire vacciner dans tous nos centres de santé, c'est gratuit et c'est disponible. À savoir que la Chine est toujours disponible de travailler avec le Mali et de lui accorder des assistances nécessaires pour approfondir leur coopération dans le domaine de la santé publique. Sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanoum, le Mali a célébré ce 26 janvier 2022 la journée internationale de la douane à l'instar des autres pays du monde avec comme thème mondial
accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la Direction générale des douanes en présence du directeur général des douanes, des partenaires et invités. Le ministre de l'économie et des finances, à son arrivée, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des agents de la douane tombé sur le champ d'honneur. 20 certificats de mérite ont été remis, ainsi qu'un chèque de 16 millions pour les partants à la retraite. Suivons les détails avec Abdou Ouattara. Dans son intervention, le directeur général de la douane du Mali a rappelé que la célébration de la présente journée du 26 janvier se passe sous les signes de la numérisation pour pouvoir développer leur base de données pour faire face à la modernisation qui est l'un des défis majeurs des douanes du Mali. Selon l'inspecteur général Amadou Konaté, l'administration des douanes a beaucoup de défis par rapport aux attentes et aux missions. Selon lui, ce sont des défis dans des circonstances et des situations extrêmement difficiles que nous vivons et de mobilisation des recettes et fiscales, de lutte contre la fraude et le trafic illicite. S'agissant du défi de la modernisation, selon le DG Konaté, l'administration des douanes du Mali est en pleine réforme. Il faut que ces défis de la modernisation soient relevés pour faire face aux actions, a-t-il ajouté. Avant de rappeler que pour se révéler ces défis, la douane s'accorde déjà avec la transformation numérique en amorçant un élan de modernisation à travers ces réformes phares qui sont la réappropriation de la fonction d'évaluation en douane, l'internationalisation du centre d'expertise technique, la modernisation de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la gestion des risques et la sélectivité automatique des déclarations, entre autres. Selon le DG des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, l'objectif du thème de cette journée commémorative est d'aller à la numérisation et l'information. Des problèmes que la direction générale des douanes du Mali a rencontrés au nord, selon son DG, les douanes serait tenté de dire aujourd'hui que les procédures douanières et les méthodes d'intervention seront informatisées à près de 90%. Donc il s'agit d'aller à cela, a-t-il ajouté. Avant de signaler que le thème de cette année est en phase avec ce que la Direction générale des douanes est en train de faire aujourd'hui pour moderniser ses procédures et ses méthodes d'intervention. C'est un défi permanent. Selon l'inspecteur général Konaté, il faut être à la hauteur de cette modernisation de l'information. Il a saisi l'occasion pour féliciter ses collaborateurs par rapport à l'ensemble des résultats engagés au cours de l'année 2021. Il s'est dit heureux d'annoncer que les douanes au cours de cette année, dans un contexte extrêmement difficile, ont pu par rapport aux objectifs des recettes être à hauteur d'attente. Sinon, ils pourront dépasser les prévisions fixées à l'administration des douanes. Par rapport à l'objectif et à la mission de lutte contre la fraude et le trafic illicite, le DG des douanes a félicité l'ensemble des structures qui sont sur le terrain pour les résultats obtenus. Il a invité ces structures à la consolidation des résultats pour l'année 2022 dont les objectifs sont encore plus grands. À l'endroit de la population, le DG Konaté lance un appel de collaboration avec les douanes parce qu'il estime que l'une de leurs missions essentielles est d'œuvrer pour la protection des populations. Dans son intervention, le ministre de l'économie et des finances a saisi l'occasion pour féliciter la Direction générale des douanes du Mali et l'ensemble des douaniers pour les résultats atteints. Selon lui, en 2021, les objectifs fixés ont été largement dépassés. C'est le lieu pour moi de les remercier au nom du président de la transition et le gouvernement et de leur demander de redoubler d'efforts pour que le Mali puisse se remettre debout, a-t-il souligné. Le choix du thème de cette année, c'est de mettre les données au cœur du travail de la douane, a déclaré le ministre Alousseini Sanou. Selon lui, ce thème d'actualité a déjà trouvé que la douane malienne a pris beaucoup de réformes, surtout sous le leadership de l'actuel directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, qu'il a qualifié d'homme des réformes. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 26 janvier 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Ali Koulibaly pour les détails.
Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire. Le notaire est un officier public institué pour assurer le service public de la preuve sur toute l'étendue du territoire national. L'ordonnance numéro 2013-027/PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine notamment les conditions d'accès à la profession de notaire. En application des dispositions de cette ordonnance, M. Modibo Diallo est nommé en qualité de notaire avec résidence au Akaï, associé de la Société civile professionnelle de notaires de SCP Office notarial Youssoufou Ousmane Sissé et Modibo Diallo. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant abrogation de la stratégie nationale de développement des exportations du Mali et son plan d'action 2022-2025. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce, le gouvernement a pris acte de la stratégie nationale de développement des exportations du Mali. Le projet de décret consacre l'adoption formelle de la dite stratégie. La mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d'action permettra d'offrir des opportunités nouvelles pour le développement des filières à fort potentiel d'exportation et d'accroître la part des exportations des produits maliens transformés sur les marchés régionaux et internationaux. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tronçon nord de la boucle de 225 kV autour de Bamako et des postes électriques. Les travaux de construction du tronçon nord de la boucle de 225 kV autour de Bamako et des postes électriques empiètent sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions du Code domanial et foncier. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. La réalisation des 10 travaux contribuera entre autres à l'amélioration de l'alimentation électrique de la ville de Bamako et à l'augmentation de la capacité de transit et de distribution de l'énergie en provenance des différentes interconnexions et centrales de production situées en dehors de la ville de Bamako. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À présent, suivons l'actualité internationale. Le président du Burkina Faso, renversé le 24 janvier par un coup d'état militaire, va bien physiquement. Selon une source, il a un médecin à sa disposition sans pouvoir se prononcer sur son état d'esprit. Elle a affirmé que le président était toujours aux mains de l'armée, pas dans un camp militaire, mais dans une villa présidentielle en résidence surveillée et avait accès à son portable sous surveillance de ses geôliers bien entendu. C'est lui qui a bel et bien rédigé la lettre de démission publiée par la télévision nationale. Mais je ne saurais dire dans quelles conditions il l'a écrite, a ajouté cette source du mouvement du peuple pour le progrès. Il n'a pas été arrêté aux premières heures de l'action des soldats mutins. Sa résidence privée a été quadrillée par les mutins. Il a fallu que sa garde rapprochée use de stratégie en l'exploitant à bord d'un véhicule banalisé pour le mettre en lieu sûr. Il n'était pas dans le convoi qui a été criblé de balles et dont 3 véhicules avaient été vus le 24 au matin par un journaliste. C'est plus tard, sous la pression des mutins, que ses gardes, notamment des gendarmes, ont dû le laisser entre les mains des putschistes et se rallier à eux dans la foule, a-t-elle ajouté. La gendarmerie ne pouvait que se rallier car toute l'armée était consentante pour démettre le président de ses fonctions selon elle. Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé par des militaires avec à leur tête un lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il s'agit du président d'une junte appelée Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a pris la tête de ces pays minés par la violence terroriste. Une
nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo a visé mardi une position de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la ville de Goma. Le bilan fait état d'une vingtaine de soldats tués lors des combats selon des sources locales et la société civile. Les forces armées congolaises confirment les affrontements mais pas les lourdes pertes. Elles confirment néanmoins qu'un colonel fait partie des victimes. Des pertes ont également été enregistrées du côté des rebelles, mais aucune source, encore moins l'armée, ne précise leur nombre. Ce n'est qu'hier que le gouvernement militaire de cette province s'est rendu dans la région pour une visite de réconfort des troupes. Pour les autorités politico-militaires, les rebelles cherchent à couper la route commerciale et stratégique qui relie le territoire de Rutshuru au reste de la province du Nord Kivu. Certaines sources militaires estiment que le but du M23 est de faire monter les enchères pour obtenir de nouvelles discussions avec le gouvernement. Le mouvement est accusé depuis octobre dernier d'attaquer des positions de l'armée. L'ancien premier ministre et principal leader sunnite libanais Saad Hariri a annoncé lundi son retrait de la vie politique à 4 mois des élections cruciales, évoquant notamment l'influence iranienne sur le pays, le désordre sur la scène internationale et les divisions internes. Le quinquagénaire propulsé sur la scène politique après l'assassinat de son père, l'ancien premier ministre Rafik Hariri en 2005, a annoncé sa décision lors d'un bref discours prononcé à Beyrouth. Cette annonce intervient après une série de revers financiers et politiques au cours des dernières années, tandis que le Liban est frappé par la pire crise socio-économique de son histoire. Je suspends ma participation à la vie politique et invite ma famille politique au sein du courant du futur à suivre ma voie, a-t-il déclaré, appelant sa formation à ne pas présenter de candidat aux élections législatives prévues en mai. Hariri a déploré qu'il n'y avait aucune possibilité positive pour le Liban à l'ombre de l'influence iranienne sur le pays, du désordre sur la scène internationale, les divisions internes, du confessionnalisme et du délitement de l'État. L'Arabie saoudite était autrefois le principal allié régional de Hariri avant que leurs relations ne se détériorent au cours des années. Riyad estimait qu'il était trop complaisant envers le puissant mouvement chiite pro-iranien. La crispation de ses relations avec l'Arabie saoudite a constitué un tournant dans sa carrière politique. Son annonce avait suscité l'indignation au Liban, même chez ses adversaires à l'époque, qui ont dénoncé une décision dictée par l'Arabie saoudite et accusé Riyad de le retenir en otage. Saad Hariri a quitté Riyad plus de 2 semaines après sa démission et une intervention de la France. Après Madagascar, la tempête Anna a frappé le sud-est du continent africain. En effet, la tempête Anna poursuit toujours sa route destructrice. Ces fortes pluies ont déjà fait beaucoup de dégâts à Madagascar, où les inondations et les glissements de terrain auraient, selon l'agence malgache de gestion des catastrophes naturelles, fait 39 morts et 65 000 sans-abri, en particulier dans la capitale Antananarivo. Depuis lundi, l'ouragan tropical sévit sur le continent. 3 provinces du nord et du centre du Mozambique sont également touchés. 3 morts et une cinquantaine de blessés ont été recensés par l'Institut national de gestion des risques naturels. Au total, 1 demi-million de Mozambicains pourraient être affectés par les déplacements et les dommages causés aux infrastructures, avertissent les autorités de Maputo et les Nations Unies. Également frappé, le Malawi, qui déplore 4 morts, est resté dans le noir le lundi. La production de l'électricité aurait repris ce mardi. Elle avait été stoppée devant les crues soudaines qui menaçaient les générateurs. La tempête progresse désormais vers le Zimbabwe et la Zambie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.